André Forest qui vient d'être reconduit à la tête de l'USTKE, la première partie avec les questions d'Angélique Souche. Bonjour Angélique. Bonjour à tous. Bonjour André Forest. Bonjour Madame Souche. Ce lundi est donc le premier jour de votre second mandat à la tête de l'USTKE, je le rappelle, la deuxième force syndicale du pays. Quel est votre sentiment, votre état d'esprit ce matin? Fierté, responsabilité? Oui, mais je pense que vous avez en gros résumé un petit peu ce état d'esprit qui m'anime ce matin. Bon, déjà une question de confiance, donc à travers le renouvellement on va dire déjà de l'exécutif de l'USTKE qui a été reconduit dans sa globalité, c'est-à-dire le poste de président et ceux des 4 vice-présidents. Et ensuite également, content également de l'arrivée de 5 nouvelles personnes responsables au sein de l'USTKE, qui a pris en compte un petit peu aussi le maillage du pays en termes de représentativité au sein de cette instance des directions de l'USTKE. Alors ce week-end, lors de ce 16e congrès, l'USTKE a décidé de ne pas aller voter le 4 novembre prochain, s'alignant ainsi sur la consigne du Parti travailliste. Pour rappel, la motion politique du congrès de l'IFU en 2015 était rédigée ainsi: l'USTKE apporte sa contribution pour faire triompher l'option de l'indépendance lors de la consultation de sortie de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans? Oui, alors d'abord, je tenais quand même à faire un rappel historique. Donc, le Parti travailliste, c'est aussi l'émanation de l'USTKE. Au congrès de 2006 à Korikara, à la question posée sur l'alternative politique, suite à une analyse objective de la situation politique du pays, l'USTKE a voté à l'unanimité la création d'une alternative politique, qui s'est ensuite traduite l'année suivante, en 2007, à travers la création du Parti travailliste. Donc finalement, pourquoi voter Ceci dit, les deux instances fonctionnent de manière indépendante. Donc l'USTKE a également sa propre réflexion, mais l'USTKE s'appuie quand même sur les commentaires, sur les observations qui sont émises par le Parti travailliste. Ensuite, à l'USTKE de Est-ce que diriger l'USTKE, très clairement, André position. Forest, était libre de ce choix? Mais tout à fait. Sachant qu'il y avait 250 délégués, 158, entre guillemets seulement, se sont prononcés à main levée, je tiens à le préciser. Oui, je veux dire, l'USTKE s'est prononcé très librement. Je pense que l'exercice du vote a eu lieu dans des conditions tout à fait démocratiques. Et l'exercice du vote s'est appuyé à partir d'un débat qui a été très nourri sur cette question. Bon, à l'issue de ce vote, le choix a été incontestable. Donc c'est une majorité quand même incontestable qui est sortie et qui a validé le choix de la non-participation massive à cette élection référendaire du 4 novembre 2018. Alors je reviens à ma question de fond. Il y a 4 ans, à l'IFU, lors du congrès, l'USTKE voulait justement faire triompher par le vote, par la consultation, l'indépendance. Aujourd'hui, vous demandez à vos adhérents de ne pas aller voter. Que s'est-il passé ? Oui, vous avez bien fait de rappeler ce positionnement du congrès de l'IFU en 2015. La motion indiquait clairement que l'USTKE prônait la victoire au référendum. Donc on avait même dit 50% des voix plus une. Donc c'est ce qui fait une majorité. Ensuite, il y a quand même des choses qui se sont passées depuis. Parce que dans cette motion, l'USTKE indiquait aussi que nous étions, tout à fait motivés et boostés sur l'idée de regrouper l'ensemble des forces progressistes et indépendantistes du pays. On voulait à tout prix créer cette convergence pour aller affronter cette échéance capitale pour l'avenir du pays. Or, nous avons laissé quand même suffisamment de temps pour essayer de voir émerger des initiatives dans ce sens, de la part notamment des partis indépendantistes et des FLNKS en particulier. Or, ces initiatives ne sont pas venues, malgré des tentatives aussi de notre part de manifester notre intérêt à faire exister cette force politique compacte au niveau du bloc indépendantiste pour affronter cette échéance. Les choses ne se sont pas passées du tout comme nous on l'aurait souhaité. À un moment donné, nous aussi on a tiré aussi nos conclusions. Et nos conclusions, en plus du fait que cette problématique n'a pas été traitée en termes d'unité du mouvement indépendantiste, notre positionnement s'appuie aussi sur le constat de nos fédérations qui ont fait, à travers la lumière des rapports qui ont été faits, ont démontré tout à fait les insuffisances, on va dire, tout ce qui n'a pas été fait
pendant ces périodes des accords et qui aurait pu conduire le mouvement cet appel à à se l'abstention, positionner. vous le justifiez, j'allais dire en partie, en réponse finalement au FLNKS qui n'a pas intégré le Parti travailliste. C'est pas une abstention, c'est une non-participation. Donc on ne participe pas. Donc certainement notre non-participation, c'est quand même un message derrière, c'est que les gens, c'est quand même une position politique, le fait de dire on n'y va pas, mais à l'appui, je veux dire, on a des explications, on a des arguments qui pèsent pour cette... pour ce positionnement. Donc c'est une affaire politique. interne au camp indépendantiste finalement. Que reprochez-vous précisément au FLNKS qui va faire campagne pour le non, il n'y a pas de reproche. C'est simplement, on a pensé que cette consultation référendaire, c'était un rendez-vous, je veux dire, c'est la première fois que le peuple kanak et les populations concernées ont rendez-vous avec ce scrutin d'autodétermination qui lance le pays qui aurait pu lancer le pays sur une nouvelle situation politique. Et oui, effectivement, nous en tant que groupe politique, groupe politique ou syndicat? Je veux dire, en tant que groupe syndical, mais qui a des engagements politiques, donc liés par les statuts, puis liés par les différents positionnements réaffirmés à chaque congrès, effectivement, qu'on aurait aimé, et la motion l'est claire, on aurait aimé une convergence des forces politiques indépendantistes pour affronter cette consultation. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on en tire les conséquences. Mais je veux dire aussi qu'on ne perd pas, on prend également appui sur les rapports de nos fédérations, parce que le positionnement a été également vu sur la dimension sociale. Le Congrès a été placé sur la thématique 30 ans d'accord, 1988-2018, et des inégalités toujours plus fortes. Donc il y a aussi cet angle de vue, la dimension sociale, puisque nous sommes une organisation syndicale qui nous occupons dans le quotidien du social. Voilà, c'est exactement sous cet angle-là qu'a été examiné et que la position finale a été motivée. On va revenir sur ce que vous pointez du doigt comme les insuffisances du rééquilibrage, sur l'aspect vraiment politique dans les commentaires, notamment suite au vote ce week-end de l'USTKE. On a entendu par exemple Grégoire Bernu des Républicains calédoniens sur notre antenne observer ou en tout cas penser que c'est une décision politique dans la perspective des provinciales. André Forest, est-ce que vous faites campagne déjà pour les provinciales de mai 2019 ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les commentaires avec les personnes qui les ont fait ne correspondent pas du tout à l'état d'esprit. Nous disons que le référendum sur une péripétie, c'est une étape importante dans la vie politique de notre pays, et on s'est positionné en tant que tel. Je veux dire, on n'a pas du tout, on n'est pas du tout dans la vision de 2019. 2019 arrivera et on le traitera à l'échéance voulue et au moment venu. André Forest, on se retrouve pour la deuxième partie. On parlera bien sûr de cette notion de rééquilibrage et de vos axes forts pour les 4 prochaines années. Oui, et puis bien sûr, nous attendons, mesdames et messieurs, vos questions 258 à partir de... Et c'est André Forest qui vient d'être reconduit à la tête de l'USTKE qui est notre invité ce matin. Nous attendons vos questions au 258. Angélique Souche, on vous écoute. André Forest, l'USTKE donc appelle à ne pas voter, à s'abstenir le 4 novembre prochain. L'une des raisons que vous avez invoquées, c'est la crainte de la dilution de l'identité kanak. En quoi ne pas voter le 4 novembre permettrait de se prémunir de ce risque-là ? Oui, vous avez bien dit une des raisons qui a fait que le positionnement du CKE s'est porté sur la non-participation. C'est une crainte qui a été fortement exprimée par les responsables des fédérations, les secrétaires généraux et par le Congrès en général. Moi, je me rappelle d'une intervention forte qui a eu lieu à ce Congrès, c'est celle d'un haut responsable de l'USTKE, dans la fédération enseignement, qui a dit moi, le 5 novembre, je veux continuer à exister en tant que kanak. Et est-ce que c'est pas le oui massif, le plus massif possible, j'allais dire quantitativement, qui permettrait de donner cette assise à l'identité kanak plutôt que l'abstention ? Ouais, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, les conditions ne sont pas du tout réunies pour faire triompher le oui d'une manière massive, comme vous le dites. Donc voilà, on entend ici et là des problèmes. Dans le rapport de force, j'entends. Oui, mais c'est bien, non, mais on entend ici déjà des gens qui sont très très
optimiste là-dessus pour dire que je parle du camp du non à l'indépendance, pour dire que le score sera forcément de 70 à 75%. En faveur du non à l'indépendance. Et donc, avec nous, tout ce qui... et là, ça justifie l'intervention du camarade tout à l'heure, avec tout ce que ça entraîne derrière. Donc, voilà. Donc, les Nations Unies qui sont... l'ONU qui est gardien un petit peu de ce genre de responsabilité, à savoir la décolonisation des pays encore sous tutelle coloniale, pourrait également donc s'interroger sur la validité à tenir les 2 référendums qui sont prévus par l'accord de Nouméa. Et on entend ici et là aussi donc les partis de la droite pro-colonialiste ici dans ce pays dire qu'effectivement il n'y aurait pas plus d'intérêt à faire d'autres... S'interroger sur les 2 autres référendums. Les 2 autres référendums. Donc vous voyez que voilà, quand on parle de la dilution donc de la revendication de l'identité kanak liée à ces conditions d'exercice du vote du 4 novembre, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout farfelu, bien au contraire. On part au standard. On va y retrouver Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Forest. Bonjour Angélique. Voilà, je vous ai entendu Monsieur Forest tout à l'heure évoquer le problème des inégalités sociales qui, somme toute, pour un syndicat de salariés, tout à fait normal. Voilà mes questions. Ne pensez-vous pas que la pire des inégalités sociales, c'est de ne pas avoir d'emploi? Moi, je pense à tous ces jeunes qui sortent du système scolaire et puis qui disparaissent et qu'on ne les revoit pas sur le marché du travail. Donc, première question. Deuxième question, est-ce que dans vos adhérents, vous avez un pourcentage que vous avez pu évaluer de chômeurs ou de personnes n'ayant pas d'emploi? Et enfin, qu'est-ce que vous, USTKE, vous proposeriez pour vraiment mettre toutes ces personnes dans le monde du travail? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette série de questions. André Forest vous répond. Alors, la première question, oui. c'est tout simplement l'emploi, la précarité face à l'emploi, c'est l'une des préoccupations de l'USTKE. Oui, bien sûr, c'est une des préoccupations. Donc, je le répète, donc beaucoup de rapports ont convergé vers ça. Donc, oui, on peut dire qu'actuellement, un peu selon les chiffres de la DTE, il y a 12% de chômeurs, donc rapportés certainement à la population active. Et je suis fortement persuadé que dans ces 12%, une très forte majorité de jeunes Kanaks. Donc ça, c'est presque certain. Ensuite, sur cette question des inégalités sociales, bien sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe. La question des jeunes Kanaks qui sont décrochés du système scolaire et qui sont un petit peu en déshérence, etc. Donc ça pose vraiment un problème. Notre auditeur Alain vous demandait concrètement que proposez-vous justement pour lutter contre ce chômage, pour aider ce retour à l'emploi? Il y a certainement des mesures spécifiques et adaptées au pays, liées à l'enseignement. On sait que ces jeunes qui sont en décrochage scolaire, c'est certainement aussi le fruit le résultat d'une politique éducative qui n'a pas répondu aux attentes de certaines populations, notamment la population kanak. Donc, l'année dernière, on parle d'un nouveau projet éducatif. Je pense que c'est pas... Voilà, si on parle d'un nouveau projet éducatif, c'est que je veux dire, incontestablement, l'ancien projet éducatif ne répondait plus à la prise en compte des aspects différentiels au niveau des populations. Donc voilà, donc c'est la question de ce décrochage scolaire est à prendre en compte, et je pense que ça passe fortement par une réadaptation du système éducatif et puis des politiques de formation et d'insertion professionnelle avec la formation. On retourne au standard, Monsieur Forest, avec Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour Monsieur Forest. Donc, c'est simplement pour vous dire que, comme beaucoup, je comprends et j'approuve la décision qui a été prise par votre syndicat. Donc, effectivement, je pense que les arguments, c'est que ce référendum a été dévoyé de son sens. Il veut faire émerger de façon trop prématurée une nation calédonienne, alors que la priorité de notre lutte depuis 88, c'est de rendre justice au peuple kanak. Donc, au lendemain du référendum, Monsieur Forest, quel est votre sentiment? Je pense que la situation d'extrême inégalité restera la même.
Donc, de mon point de vue, c'est un référendum colonial et qui acte la disparition du peuple kanak. Et j'ai un petit mot à dire, parce que je sais que vous êtes toujours pressé. Malheureusement, oui. Le temps est compté, c'est pour ça. Dites rapidement. Bon, voilà. Il y a juste un petit mot pour le FLNKS, c'est que ce FLNKS refuse de discuter avec les forces indépendantistes, mais qu'il est en dialogue permanent avec l'État et la droite coloniale. Voilà. Donc, le pari du FLNKS est déjà un échec, puisque les forces non indépendantistes, les forces de la droite, refusent massivement la main tendue par le FLNKS. Merci Dominique. Alors c'était un commentaire. André Forest, moi j'aimerais quand même, sur cette notion du rééquilibrage, aller plus loin avec vous. Le rapport qui a été rendu sur justement le bilan de l'accord il y a quelques jours, moins d'une semaine, lors du mini-comité des signataires, montre finalement est relativement positif sur ce bilan de l'accord, notamment avec cette notion de rééquilibrage entre la province nord et la province sud. L'écart sur l'indice de développement humain s'est divisé par 2 en 20 ans. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des signes d'accomplissement des politiques publiques en la matière ? Moi, je voudrais d'abord réagir, plutôt commenter l'intervention de l'auditeur précédent, Dominique. Donc, moi, je tenais je partage, je souscris totalement à votre analyse, Dominique. Moi, je compléterai en disant que aujourd'hui, quand on revient tout à l'heure à la dilution du peuple kanak dans un ensemble calédonien, j'ai dit oui, on va vers ça, puisqu'aujourd'hui il y a des nouveaux concepts qui apparaissent dans le vocabulaire et dans les éléments de langage de certaines organisations, à savoir le concept de calédonisation des emplois et le concept de peuple calédonien. Donc, au niveau du Congrès, les choses ont été très fermement réaffirmées, à savoir qu'ici, dans ce pays, il n'y a qu'un seul peuple qui existe, c'est le peuple kanak. Les autres ethnies font partie des communautés. Ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas de la stigmatisation, etc. Mais je pense qu'il faut rappeler les choses dans leur logique historique. C'est ça ce que je voulais rappeler. Après, pour la question... Luc Otraoui-Regaille a déclaré lors du Congrès, après 30 ans, aucune différenciation n'est faite entre fils de colon et un fils de kanak. C'est un objectif pour vous, ça, que soit entériné, gravé dans le marbre, ce genre de différence? C'est certainement un rappel que M. Otraoui-Regaille a fait concernant l'inscription des natifs sur les listes électorales. On cherche des complications à inscrire automatiquement les Kanaks sur les listes électorales. Par contre, les natifs, bien sûr, les natifs sont nés donc après 98, mais qui ont certainement des droits. Mais on parle certainement en termes de compréhension des priorités. On pense que la question de l'autodétermination, en principe, doit être le fait exclusif des Kanaks, dans les règles de l'ONU. Ce sont les populations autochtones qui sont concernées, parce que ce sont les Kanaks qui ont été colonisés. Donc, a priori, c'est eux qui doivent être les seuls concernés dans cette histoire de décolonisation, de référendum. Les Kanaks ont fait l'effort en 83 d'accepter, de discuter et d'accepter le concept de victime de l'histoire. C'est à partir de là qu'on a élargi le corps électoral aux autres communautés, puisque les Kanaks ont reconnu dans leur hospitalité que ces communautés-là ont participé d'une manière active et d'une manière très, très intéressante pour la construction du pays. André Forest, ils ont contribué. Il nous reste vraiment quelques secondes sur cette notion de rééquilibrage. Qu'est-ce que vous attendez finalement ? On a aujourd'hui des données objectives de progrès. Quel est pour vous le curseur qui doit bouger aujourd'hui ? Je pense que les commentaires du mini-comité signataire, je pense qu'on n'a pas du tout la même lecture et la même façon d'objectiver une situation. Je veux dire, moi je veux simplement les chiffres, ils sont têtus, ils le sont. Vous avez combien d'avocats kanak aujourd'hui dans le pays ? Un avocat kanak. Il y a combien de juges kanak ? Depuis le retrait de M. Fautrelu, il n'y a plus un juge kanak. Et ça, je pourrais vous multiplier les exemples. Bien sûr, il y a des politiques publiques qui ont fait leur travail. Je parle au programme Cadre Avenir, au niveau de la DFPC, des bourses territoriales de formation, etc. Mais disons, par rapport à l'écart, c'est ça qui est flagrant, c'est l'écart. Vous dites le curseur, il est où aujourd'hui ? Moi, je ne le place pas du tout à l'endroit où certains l'ont placé. Le curseur, il est très en retrait
des objectifs qui étaient pressentis à la lumière des 30 ans d'accord. C'est ça. Et c'est ce que l'USTKE a voulu objectiver à travers ce congrès. Le bilan des 30 ans d'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, le curseur, il n'est pas du tout au même endroit. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'USTKE pour 4 ans.